Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, on compte plus de 120 morts dans des inondations à Kinshasa à cause de pluies diluviennes qui sont tombées dans la capitale, provoquant de graves glissements de terrain. Les détails dans un instant. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a échappé à la destitution. Le Parlement s'y est largement opposé à l'issue d'un débat houleux. Une décision que les leaders politiques sud-africains ne voient pas d'un très bon œil. Et enfin, nous parlons du mondial au Qatar, évidemment. Il reste une chance pour l'Afrique d'aller en finale. Les Lions de l'Atlas jouent leur destin en demi-finale de la Coupe du Monde ce mercredi face à la France. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est très optimiste. Il a indiqué qu'il est en mission pour toute l'Afrique. On ouvre avec ce triste bilan, le bilan des conséquences des pluies torrentielles à Kinshasa, qui est particulièrement tragique. Plus de 120 personnes ont péri mardi dans la capitale de la République démocratique du Congo, dans des inondations, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement. Plus de détails sur ce drame avec Valentine Exantus. Devant les corps sans vie de leurs proches, les cris de douleur des habitants de ce quartier de Kinshasa ne laisse personne indifférent. Preuve de la violence des inondations, ce précipice créé par un glissement de terrain, cette colline éventrée et ces maisons englouties. Le bilan humain est lourd. Le gouvernement parle de 120 morts. Devant le désastre, les habitants se sentent impuissants. J'ai du mal à le supporter. Je n'ai pas la force d'enterrer les cadavres. Peut-être qu'avec les moyens de l'État congolais, je recevrai de l'aide. Une nuit, c'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer dans le deuil une centaine de familles de la capitale congolaise. Selon les autorités, le nombre de victimes est particulièrement important, notamment dans des vallons où des habitations ont été soit détruites, soit englouties par des glissements de terrain. Vers 4h15 du matin, nous avons été réveillés lorsque l'eau est entrée dans la maison. Nous avons essayé de canaliser l'eau. Quand nous avons constaté qu'il n'y avait plus de danger, nous sommes retournés dans la maison pour dormir vu que nous étions trempés et frigorifiés. Nous nous sommes recouchés et peu après, le mur s'est effondré sur les enfants et les parents ainsi que sur un voisin qui passait par là. Après le déluge, l'heure est au deuil et aux fouilles. Ce mercredi matin, c'est tout un pays qui est sous le choc. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement. Au-delà du bilan humain désastreux, la route nationale numéro 1 qui approvisionne Kinshasa en marchandises et en carburant a été coupée. Les autorités partent au plus pressé. Rétablir la route, enterrer les morts et panser les blessures des survivants. Alors, suite à ce drame, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décidé d'écourter son séjour aux États-Unis, où il est en déplacement pour le sommet États-Unis-Afrique. Il a néanmoins pu faire son allocution, un discours dans lequel il a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place centrale de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Le Pentagone dénonce le rôle déstabilisateur de la Chine et de la Russie en Afrique. En effet, les États-Unis, qui se gardent bien de parler d'une compétition ouverte en Afrique, ont alerté mardi sur l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Ils ont promis des milliards de dollars d'aide lors d'un sommet de 3 jours à Washington, auquel participent plusieurs dizaines de dirigeants africains. Écoutez. La Chine étend son empreinte sur le continent quotidiennement, nous le voyons bien. Et ce faisant, elle éteint également son influence économique, ce qui perturbe la paix sur place, car elle n'est pas toujours transparente dans ce qu'elle fait. Et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n'est pas déjà le cas. Nous voyons la Russie continuer à vendre des armes à bas prix, comme l'a déjà mentionné l'un de nos hauts dirigeants. Et nous voyons également la Russie employer des mercenaires à travers le continent, et cela est également déstabilisant. Parlons justement des thèmes abordés lors de ce sommet États-Unis-Afrique qui a lieu à Washington. La paix, la sécurité et la bonne gouvernance sont les thèmes qui ont été abordés au premier jour du sommet, avec notamment l'enjeu de l'AGOA. Dans les faits, l'AGOA, c'est l'accès de plus de 7000 produits africains au marché américain sans droit de douane. Voici le compte-rendu de la première journée par Émeric Tauweignan. Sur l'estrade, 3 chefs d'État africains
et 3 dirigeants des États-Unis, dont le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense. Un panel bien choisi pour parler de paix, de sécurité et de bonne gouvernance au premier jour du sommet USA-Afrique. Des sujets d'une haute importance pour l'Afrique, confrontée à une succession de crises qui freinent son développement. 2 jours avant l'ouverture de ce sommet, le secrétaire d'État Anthony Blinken, en recevant le président de la Commission de l'Union africaine, avait affirmé la volonté de l'administration Biden de s'inscrire aux côtés des dirigeants africains pour relever les défis qui s'imposent au continent. Lorsque j'ai eu la chance de me rendre au Kenya, au Nigeria et au Sénégal en novembre, j'ai exposé 5 domaines dans lesquels les intérêts de nos pays et de nos populations sont très fortement alignés. La démocratie, la paix, la sécurité, la croissance économique inclusive et la sécurité sanitaire mondiale. Mardi, l'administration américaine a annoncé qu'elle comptait investir 55 milliards de dollars en Afrique les 3 prochaines années. Une manne qui sera consacrée prioritairement au secteur de la santé, aux efforts de lutte contre les effets des changements climatiques et à la lutte contre le terrorisme sur le continent. Mais cet investissement, même s'il est d'une grande importance, ne pourra suffire pour mettre fin aux différentes crises que connaît le continent et devra être accompagné d'autres efforts supplémentaires. Nous cherchons à faire de véritables investissements, car une fois encore, une réponse immédiate est nécessaire, mais elle est insuffisante et ne constitue pas une solution à long terme. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une crise alimentaire et de sécurité massive qui sont le produit de beaucoup de choses. Elles sont le résultat du changement climatique, de la pandémie, de conflits, y compris l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ce mercredi, 2e jour du sommet, le président Joe Biden est attendu pour son premier discours qui devrait être marqué aussi par des annonces fortes. Parlons maintenant de la situation humanitaire dans la région du Tigré, en Éthiopie. Les rebelles éthiopiens ont salué l'arrivée de l'aide humanitaire dans cette région ravagée par la guerre depuis plus de 2 ans. Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il livrait une aide humanitaire illimitée, y compris de la nourriture, des articles non alimentaires et des fournitures médicales au Tigré, donc à la suite de l'accord de paix signé le 12 novembre dernier. Conflit au Tigré toujours, une ONG kenyane et 2 citoyens éthiopiens ont déposé plainte mercredi au Kenya contre Meta, la maison mère de Facebook. Ils réclament la création d'un fonds de 1,6 milliard de dollars pour les victimes des discours de haine en ligne. Cette haine qui est insuffisamment combattue par la plateforme en Afrique. Et ce conflit, rappelons-le, a ravivé des haines ethniques dans un pays composé de 80 communautés ethno-linguistiques. Les plaignants affirment que Facebook, via son algorithme, a contribué à propager cette haine, allant même jusqu'au meurtre. Soukaina Skali. Dans les mains de l'avocat des 2 plaignants éthiopiens, la pile du dossier d'accusation. Derrière cette plainte contre la maison mère de Facebook, Meta, une ONG et 2 personnes d'origine éthiopienne. Les plaignants accusent la plateforme de ne pas assez modérer les critiques qui y sont postées. Triste exemple de cet appel à la haine en ligne, le cas de la famille d'Arba Mehareg, assassinée suite à la publication d'appels à son meurtre. Pourquoi a-t-il fallu plus d'1 mois pour retirer un message qui appelle au meurtre de quelqu'un? Pourquoi ce message a-t-il été laissé en ligne pendant plus d'1 an? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont Facebook modère le contenu. Et l'argument avancé par mes clients est qu'il y a un manque d'investissement dans la modération du contenu, en particulier pour les pays africains. Si l'on compare avec d'autres régions, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone. Le père d'Abraham Mehareg était professeur de chimie à l'université de Bahir Dar. Il a été abattu le 3 novembre 2021 après les publications calomnieuses et appelant à son meurtre sur Facebook. Publication que la plateforme n'a pas retirée malgré plusieurs signalements des familles, un laxisme incompréhensible pour les avocats. Le 6 janvier dernier, lors des émeutes du Capitole, les mesures d'urgence ont été prises pour protéger la population américaine. Nous parlons de conflits en Éthiopie. Mon client en a été victime. Pourquoi les mesures Break the Glass n'ont-elles pas été employées dans les environnements similaires ou des mesures encore plus dures pour les personnes qui vivent des situations plus graves? Aujourd'hui, les plaignants affirment que l'algorithme du réseau social joue en leur défaveur et rend les discours haineux viraux. Ils réclament que Meta modifie cet algorithme de Facebook. Les plaignants demandent aussi la création d'un fonds de dédommagement d'environ 1,6 milliard de dollars pour les victimes de haine et de violences sur sa plateforme.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échappé mardi à l'ouverture d'une procédure de destitution. Le Parlement s'y étant largement opposé à l'issue d'un débat très houleux. Embourbé dans un scandale depuis des mois, il est accusé d'avoir tenté de dissimuler à la police et au fisc le vol d'importantes sommes en liquide cachées dans l'une de ses propriétés. Alors face à cette décision de garder en place le président, les leaders politiques sud-africains ont réagi vivement. Plus de détails avec Soukaina Askali. Il n'y aura pas de destitution pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa. À 214 voix pour et 148 contre, les députés ont tranché et rejettent les accusations d'actes illégaux commis par le président. Le chef de l'État sud-africain échappe donc à une procédure de destitution et sauve son siège à la présidence pour le moment. Laissons le processus d'enquête se dérouler et si par hasard, le tribunal ou les forces de l'ordre aboutissent à un autre résultat, alors rien ne nous empêche de revenir ici et de discuter de l'affaire. Si du côté de l'ANC, le parti majoritaire du Parlement, le président dispose de soutien, cette décision ne fait pas l'unanimité dans les rangs des autres partis politiques. Cyril Ramaphosa préside un parti qui n'a aucun respect pour la Constitution de la République d'Afrique du Sud. Nous ne dirons pas que le président est coupable aujourd'hui. Nous demandons de donner au président l'opportunité de rendre des comptes au peuple d'Afrique du Sud. Il a lui-même dit non. Son parti a dit non. Donc ils n'ont aucun respect pour la Constitution de la République. Cyril Ramaphosa est englué dans le scandale Pala qui l'embarrasse depuis juin dernier. Fin novembre, 3 juristes avaient conclu dans un rapport que le président avait pu commettre des actes contraires à la loi. C'est sur cette base que le Parlement s'est prononcé mardi au Cap. Je pense que l'ANC a commis une terrible erreur aujourd'hui et qu'elle leur collera à la peau jusqu'en 2024. Tout comme Kandla était un cadavre pourri sur le dos de Jacob Zuma, Fala sera un cadavre pourri sur le dos du président Ramaphosa en 2024, face à une opposition plus unie. Candidat à la présidence du parti ANC, le sort de Cyril Ramaphosa pourrait être remis en jeu vendredi. Le congrès de l'ANC doit y élire son prochain leader et potentiel futur chef de l'État si le parti remporte les élections générales de 2024. Un nouveau plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable avec le gouvernement centrafricain a été signé ce lundi 12 décembre à Bangui. Il fait suite aux nombreuses actions menées depuis 2010 par les Nations Unies allant dans le sens de consolidation de la paix à travers une vingtaine d'agences onusiennes sur le sol centrafricain. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Roland Jean-Paul Tchibinda. C'est le Premier ministre Félix Moloa qui a signé au nom du gouvernement centrafricain ce nouveau plan cadre 2022-2027 basé sur 4 piliers. Paix, population, prospérité et planète. Avec à ses côtés la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, et les représentants des différentes agences du système des Nations Unies en Centrafrique. L'occasion a été donnée au coordonnateur résident par intérim des Nations Unies en Centrafrique de préciser le principal objectif visé par ce nouveau plan cadre de coopération. Au-delà des priorités nationales, l'engagement des Nations Unies auprès du gouvernement vise aussi à accélérer les progrès du pays vers l'atteinte des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 ainsi que ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, à travers ce nouveau plan cadre, il ne faut plus mettre les États dans une posture d'assistance continue. Nous sommes ici en mission d'appui, en mission d'accompagnement. Nous ne sommes pas les acteurs principaux du développement de la République centrafricaine. Nous sommes les accompagnateurs dans le système des Nations Unies, les accompagnateurs principaux du développement de la République centrafricaine, qui reste conduit par le gouvernement et le peuple centrafricain. Le Premier ministre centrafricain qui présidait la cérémonie a saisi cette opportunité pour signaler l'engagement de son gouvernement à s'investir sérieusement dans la mise en œuvre effective de ce nouveau plan cadre de coopération. Les finalités espérées de l'action gouvernementale m'obligent à préciser qu'il nous revient d'assurer
Au niveau des départements ministériels et des différents comités de coordination sectorielle, un processus d'appropriation de ce nouveau plan cadre de coopération, de travailler en collaboration avec l'ensemble du système des Nations Unies dans l'optique de développer de nouvelles compétences et de renforcer les capacités opérationnelles nécessaires à l'atteinte des objectifs de développement durable. Après les différentes déclarations, le Premier ministre centrafricain a coupé le ruban symbolique qui a permis la visite des stands programmés par les différentes agences du système des Nations Unies en Centrafrique. Tout cela dans une ambiance de coopération très agissante, système des Nations Unies, République centrafricaine, pendant les 5 prochaines années. Tout de suite, le reste de l'actualité commenté aujourd'hui par Noël Ndong et Lorraine Mabou. Il sera question de l'Alliance du vaccin, mise sur la production de sérum en Afrique. Et puis en France, des perquisitions sont menées au siège parisien de McKinsey et du Parti Renaissance. Enfin en Ukraine, nouvelle frappe de drone sur Kiev. L'Alliance du vaccin Gavi mise sur la production de sérum en Afrique. L'Alliance Gavi, qui œuvre pour la fourniture de vaccins dans les pays à faible revenu, veut financer le développement de capacités de production en Afrique après les leçons de la pandémie de Covid-19. Le directeur exécutif de Gavi, Dr Seth Berkeley, a déploré le manque de diversité géographique des capacités de production. Et sur ce point, l'Afrique est le continent qui est laissé de côté. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Alliance vient d'approuver un plan visant à encourager la fabrication régionale de vaccins, notamment en Afrique, et envisage de créer un instrument financier, une garantie de marché visant à soutenir la production en Afrique. Des perquisitions ont été menées mardi au siège parisien du cabinet de conseil McKinsey et du Parti Renaissance par les juges d'instruction dans le cadre de 2 informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une d'elles porte sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales victorieuses d'Emmanuel Macron de 2017 et 2022, et l'autre sur le recours plus général de l'État à ces cabinets de conseil. Interrogés sur ces perquisitions, McKinsey et Renaissance assurent collaborer. Le parti présidentiel a souligné dans un communiqué qu'il était normal que la justice enquête de manière libre et indépendante pour faire toute la lumière sur cette question. En Ukraine, les explosions entendues tôt ce mercredi à Kiev sont celles provoquées par la destruction des drones russes de fabrication iranienne qui visaient des installations électriques du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de l'efficacité de ses forces anti-aériennes, affirmant que la totalité des 13 drones de fabrication iranienne Shahed avaient été abattus. La précédente grande attaque russe visant des cibles énergétiques dans toute l'Ukraine remontait au 5 décembre. Ces nouvelles frappes surviennent alors que le porte-parole du Kremlin a assuré qu'il n'y aurait pas de trêve et que les combats devaient durer entre Noël et le jour de l'an. Le naufrage d'une embarcation de fortune transportant des migrants tentant de rejoindre le Royaume-Uni par la Manche a fait au moins 3 morts mercredi. Alors que l'Angleterre et le nord de la France connaissent des températures glaciales, la vaste opération coordonnée par les gardes-côtes britanniques avec l'assistance de la marine française a tout de même permis de secourir 43 rescapés. Écoutez Rishi Sunak, il est le Premier ministre du Royaume-Uni. Monsieur le Président, je suis sûr que toute l'Assemblée partage mon désarroi devant le chavirement d'un petit bateau dans la Manche aux premières heures de ce matin et la perte tragique de vies humaines. Nous sommes de tout cœur avec les personnes touchées et nous rendons hommage à ceux qui ont participé à la vaste opération de sauvetage. Place à l'actualité en France avec le sujet épineux de la réforme des retraites. Toute la gauche est unie pour dire non à la retraite à 64 ou 65 ans. Et c'est lors d'une conférence de presse où députés et sénateurs de tous les groupes parlementaires de gauche ont affirmé unanimement leur opposition au report de l'âge de départ à la retraite, mais aussi à l'allongement de la durée de cotisation. Je vous propose d'écouter Fabien Roussel. Il est le secrétaire national du Parti communiste français et il est aussi député à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous unis pour dire non à la retraite à 64 ou 65 ans. Nous disons non à toute mesure d'âge, y compris l'allongement du nombre de trimestres de cotisation pour bénéficier d'une retraite à temps plein. Le président de la République et la droite veulent faire payer aux Français les choix de leur politique en faveur de la finance. Eh bien nous, les groupes de gauche et écologistes, nous disons qu'il y a d'autres choix à faire pour les Français, permettant de leur garantir de meilleures pensions, meilleure prise en compte de la pénibilité, la réduction des inégalités femmes-hommes. Ouvrons notre page du Mondial quotidienne.
Alors en attendant ce soir le match Maroc-France, les supporters argentins fêtent la qualification de leur équipe. Ils sont des milliers à être descendus dans les rues de Buenos Aires mardi pour célébrer Lionel Messi et fêter la victoire contre la Croatie et la qualification donc de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. En Argentine, le football réunit et transcende les supporters, comme vous le voyez sur ces images. Écoutez maintenant la réaction de certains d'entre eux. Une énorme émotion. Cette équipe est vraiment incroyable. À quel point elle est bonne à chaque match. Nous avons commencé par perdre la Coupe du Monde, mais nous avions une grande confiance dans cette équipe qui donne toujours tout. C'est une joie énorme de jouer à nouveau en finale et je ne doute pas que nous allons faire un grand match. C'est vrai qu'en ce moment, ça nous ferait vraiment du bien parce que nous traversons une période très mauvaise économiquement et socialement. Donc ce serait une grande joie pour tous les cœurs argentins. Je suis heureuse d'être argentine, de m'appeler Maria Eva, de vivre dans ce pays qui est le plus beau pays du monde entier. Nous n'avons rien à envier à aucun autre pays du reste du monde. Je suis très heureuse d'être argentine. Messi est un leader, un homme de service. Il donne tout ce qu'il a avec le ballon et assure la passe et termine dans le but. Excellent, excellent. Je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus. La France va donc affronter le Maroc ce soir, un match qui va se dérouler sous haute surveillance, tant l'enjeu est grand. La demi-finale entre ces deux pays étroitement liés par un passé commun tombe à un moment crucial. Car depuis quelques années, Paris et Rabat ne s'entendent plus. Le choc de mercredi ne sera donc pas que sportif. 10 000 policiers et gendarmes, monsieur le député, seront mobilisés ce mercredi. 5 000 sur la région parisienne, singulièrement autour des Champs-Élysées, 5 000 en dehors de la région parisienne. C'est 2 fois plus de policiers et de gendarmes pour encadrer ces manifestations de joie qui ne manqueront pas d'arriver, spontanées, souvent familiales, dans un contexte, je rappelle, de menaces terroristes extrêmement important. C'est la première menace, avant celle du désordre public. La menace terroriste, mais aussi dans un contexte de gel, de froid et peut-être de neige dans une grande partie du territoire national. Et c'est toute l'Afrique qui est derrière le Maroc. Ce soir, nous irons au Sénégal et en Tunisie à la rencontre des fans et des supporters des Lions de l'Atlas. Car l'Afrique en demi-finale, c'est une première historique dans l'histoire de la Coupe du Monde du football. C'est un sujet signé Mathieu Nicolas. Dans cette boutique, derrière cette vitre, le maillot des deux sélections qui s'affrontent ce mercredi pour une place en finale de la Coupe du Monde. Nous sommes à Dakar, la capitale sénégalaise. Et cette demi-finale passionne. Avec l'élimination des Lions de la Teranga, les Sénégalais supportent à présent d'autres Lions, ceux de l'Atlas, dernier représentant africain dans ce mondial. Je pense que c'est quelque chose de bon pour l'Afrique, parce que la majorité des équipes africaines n'ont pas eu cette chance d'arriver jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à la demi-finale. Donc je pense que c'est un bon exemple pour d'autres pays africains de rêver grand, de dire que c'est possible pour l'Afrique. Au début de la compétition, beaucoup ne vendaient pas cher la peau des Lions. Ce statut d'outsider est, selon certains, l'une des raisons de ce parcours exceptionnel. Le Maroc s'est qualifié, personne n'attendait le Maroc à ce stade. Le football reste le football, c'est ça. Et ça nous réserve toujours des surprises, quoi. Donc on continue de rêver là, tout en leur souhaitant bonne chance pour la suite. Même son de cloche à Tunis. Dans les rues de la capitale tunisienne, des vendeurs de maillots aux vendeurs de drapeaux, en passant par les unes des journaux, le Maroc est partout et dans tous les esprits. Bien sûr que je soutiens le Maroc, parce que Dieu les bénisse, ils nous ont apporté de la joie. Nous voulions que les Tunisiens passent, mais peu importe. C'est la même chose, en tant que Tunisien, en tant que Marocain. Aujourd'hui, je voulais dire un mot à nos frères marocains. Je leur souhaite la victoire, car leur joie est la nôtre. Et pourquoi pas qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Après avoir brisé un plafond de verre en devenant la première sélection africaine et le premier pays arabe à entrer dans le dernier carré d'un mondial, le Maroc porte tous les espoirs d'un continent avant d'affronter les tenants du titre, l'équipe de France. Quelle que soit l'issue du match,
Le monde du football se rappellera du parcours historique des hommes de Walid Regragui lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Et il se pourrait que leur épopée soit la première étape d'une nouvelle ère pour le football africain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon match. Bonne soirée.